En 100 heures de combat terrestre, un camp a perdu 3300 chars. L'autre camp en a perdu 0, je dis bien 0, sous le feu ennemi. Ils ont bien perdu quelques chars. Et la raison en est, tout simplement horrible, comme vous allez l'entendre. Nous allons maintenant vous raconter les horreurs vécues par les équipages de chars des deux camps lors de l'opération Tempête du désert, qui ont été témoins de certains des combats blindés les plus intenses depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, un peu de contexte d'abord, parce que nous allons entrer dans l'histoire de chars qui allaient se retrouver face à face de la façon la plus inattendue qui soit. L'Irak a envahi le Koweït le 2 août 1990. Une force considérable, 100 000 soldats et, plus important encore, environ 700 chars qui ont simplement traversé la frontière en une seule nuit. Et l'armée de Saddam Hussein s'est emparée de tout le pays en 2 jours. Il faut se souvenir que c'était la 5e plus grande armée du monde. Près d'1 million de soldats, plus de 5000 chars. Donc, naturellement, des forces de coalition ont été formées dans le cadre de l'opération Bouclier du désert pour contrer cela. Une coalition de 39 nations est, pour les Américains, leur plus grand déploiement militaire depuis le Vietnam. Donc vous avez plus de 3000 chars, des milliers de véhicules de combat et environ 670 000 soldats rassemblés en Arabie Saoudite prêts à traverser cette frontière. Les chars américains formaient le noyau de cette force. Et voici ce qui est intéressant là, dedans. Ces équipages de chars avaient passé des années à s'entraîner en Allemagne de l'Ouest pour se préparer à combattre les blindés soviétiques, car c'était considéré comme le prochain conflit majeur le plus probable. C'était le grand affrontement pour lequel tout le monde se préparait. Mais au lieu de cela, ils se retrouvaient maintenant sur le point de combattre ces mêmes chars dont ils avaient tant entendu parler. Notamment le T-72 avec son redoutable canon lisse de 125 mm qui, et c'est important, était en réalité le canon de char le plus puissant du monde. Lorsqu'il est apparu pour la première fois, il a tellement effrayé l'OTAN que celui-ci a dû passer au 120 mm. Et maintenant, ces T-72 étaient entre les mains des Irakiens. Donc les tankistes américains, ils étaient bien préparés à la menace elle-même. Ils s'entraînaient depuis des années contre des cibles construites pour ressembler aux chars soviétiques et aux BMP. Ce pourquoi ils ne s'étaient pas entraînés, c'était le terrain dans lequel ils se retrouvaient maintenant, le désert. Donc les chars ont eu leur camouflage désert, ils se dirigeaient vers la bataille de leur vie. Et honnêtement, personne ne savait vraiment à quoi s'attendre à ce moment-là. Laissez-moi vous donner les chiffres parce que l'échelle ici est importante. L'armée américaine a déployé 1956 M1A1 Abrams. Parmi ceux-là, environ 1200 étaient les variantes blindage lourd avec ces fameux inserts en uranium appauvri. Et il y avait aussi 277 des bons vieux M60 toujours en service. La Grande-Bretagne est arrivée avec 221 chars Challenger 1, ce qui était le plus grand déploiement blindé britannique depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais les chars n'étaient pas les seules vedettes du spectacle, car à leur côté roulaient quelques 2200 véhicules de combat Bradley. Donc avant que l'opération Tempête du désert ne commence vraiment, examinons d'abord ce que ces chars avaient à offrir pour mieux comprendre ce qui allait se passer. L'Abrams avec son canon lisse de 120 mm. Il avait sa fameuse balle en argent qui est en réalité le M829A1, un obus flèche à pénétrateur en uranium appauvri. Vous savez probablement déjà comment ça fonctionne. Il est tiré depuis le canon. La sabot se détache et le pénétrateur en uranium appauvri de 4,6 kg vole vers la cible à environ 1500 mètres par seconde. Maintenant, lorsqu'il touche le blindage ennemi, contrairement au tungstène, il s'auto-affûtait à l'impact. Donc au lieu de s'aplatir, il reste acéré en pénétrant et pouvait traverser environ 570 mm d'acier homogène laminé à 2000 mètres. La portée effective est cependant bien plus grande car le projectile a une trajectoire très tendue, volant essentiellement droit jusqu'à 3600 mètres. Et quant à la puissance de pénétration, c'était plus que suffisant pour détruire n'importe quel char dans le monde. Et le T-72 n'était certainement pas une exception. En fait, et vous en entendrez parler plus tard, il y a un engagement documenté où l'un de ces obus a pénétré et détruit 2 T-72 d'un seul tir. Mais voici le point essentiel. Ce qui a vraiment donné aux équipages de chars américains la capacité d'utiliser cet obus et de le placer sur cible, c'était le système de conduite de tir. On parle d'une probabilité de 95% de toucher au premier coup aux portées de combat standard. Le système générait automatiquement des solutions de tir et toucher quelque chose à 2500 mètres n'était pas trop difficile pour lui. Télémètre laser précis à 10 mètres près, canon entièrement stabilisé pour pouvoir tirer efficacement en mouvement. Et puis, et c'est le point crucial, la vision thermique et la vision nocturne. Ce dernier point allait devenir un facteur décisif dans les tempêtes de sable du désert et les batailles nocturnes qui allaient suivre. Mais nous y viendrons. Maintenant, en ce qui concerne la protection, l'Abrams est l'un des chars les mieux protégés au monde et pour de bonnes raisons.
un blindage en uranium appauvri encapsulé dans de l'acier superposé sur un blindage composite de type Shobham dont les matériaux exacts sont toujours classifiés. L'uranium appauvri lui confère 2,5 fois la densité de l'acier, ce qui rend le blindage nettement plus difficile à traverser. Mais, et c'est ce que vous devez vraiment garder à l'esprit pour la suite, l'Abrams disposait de l'une des fonctionnalités les plus importantes qu'un char puisse avoir, à savoir le stockage des munitions conçues avec des panneaux d'évacuation qui s'ouvrent vers l'extérieur, loin de l'équipage, si les munitions sont touchées. Une épaisse porte en acier se trouve entre les munitions et le compartiment d'équipage, empêchant l'explosion de pénétrer à l'intérieur et d'arracher la tourelle du char. Donc si le pire arrive et que les munitions s'embrasent, l'équipage a encore une chance. En parlant de tourelles arrachées, parlons maintenant du Tu-72 que les Irakiens possédaient, parce que c'est là que les choses commencent à se présenter très différemment de l'autre côté. Le plus grand problème du Tu-72, c'est la façon dont les munitions sont stockées. Elles se trouvent dans un chargeur automatique en carrousel situé à l'intérieur même du compartiment d'équipage, presque entièrement exposé à tout ce qui est chaud et capable de provoquer des étincelles comme, je ne sais pas moi, un pénétrateur cinétique en uranium appauvri traversant votre char de part en part. Le chef de char et le tireur étaient littéralement assis sur toutes les munitions de leur canon principal. Eh bien, vous avez vu comment ce système a fait ses preuves dans la guerre en Ukraine aujourd'hui. Il en était de même à l'époque. Le plus grand problème, ce sont les charges propulsives de ces munitions en 2 parties, qui sont essentiellement des sachets remplis d'un mélange de poudre. Ils en avaient plus de 400 kg stockés là, dedans, et il ne faut vraiment pas grand-chose pour les enflammer et déclencher une chaîne d'explosion interne qui envoie la tourelle de 12 tonnes volées dans les airs. Vous allez également entendre à quoi ressemble l'intérieur d'un char quand cela se produit. Et je ne parle pas du char lui-même, mais des trucs mous à l'intérieur qu'on appelle des êtres humains. Maintenant, les équipages irakiens, c'est là qu'il faut comprendre que la force blindée irakienne était fondamentalement divisée en 2 armées complètement différentes. D'un côté, vous aviez les divisions de la garde républicaine. C'était du sérieux, des volontaires, pas des conscrits. L'élite de Saddam. Ces gars-là avaient 8 ans d'expérience de combat réel acquise lors de la guerre Iran-Irak. Ils savaient donc à quoi ressemblait le combat. Mais voilà le problème. Cette guerre leur avait appris les mauvaises leçons. Ils avaient combattu l'Iran principalement depuis des positions défensives statiques, à la manière de la guerre de tranchées. Et c'est exactement ainsi qu'ils se sont à nouveau installés dans le désert. Donc ils creusent, attendent, et tirent sur tout ce qui entre dans leur champ de tir, ce qui semble raisonnable, jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se dirigeait vers eux. Leur meilleur char était le Tu-72 Moon, et ils en avaient environ 1 millier. Or, c'est une variante d'exportation de l'Union soviétique, et le mot-clé ici est « exportation ». Ce n'était pas ce que les soviétiques gardaient pour eux-mêmes. C'est une version délibérément dégradée. Pas d'insert de barreaux céramiques dans le blindage, des types de munitions plus anciens, et toute une liste d'autres choses que le Tu-72 original possédait mais pas celui-ci, parce que les soviétiques ne voulaient tout simplement pas révéler leur technologie la plus moderne dans des chars qu'ils vendaient à l'étranger. Et c'est en fait important à comprendre, parce que l'armée américaine a essentiellement reconnu, après la guerre, que le mythe selon lequel les chars soviétiques étaient de la camelote venait du fait que tout le monde jugeait les blindés soviétiques sur la base de ces versions d'exportation volontairement dégradées. Donc, quand les gens disent que le Tu-72 était un mauvais char, ce n'est pas tout à fait vrai. Le Tu-72 que les soviétiques gardaient pour eux-mêmes était une machine très différente et bien plus dangereuse. Maintenant, quant à ceux avec quoi les Irakiens pouvaient riposter, leur principal obus anti-char, un pénétrateur cinétique en acier, avait déjà été retiré du service en première ligne soviétique vers 1973. Il pouvait traverser environ 250 mm de blindage à 2500 mètres. Et l'Abrams avait environ 800 mm de blindage effectif sur la coque frontale et environ 600 sur la tourelle. Pas exactement une situation idéale au départ. Et pour aggraver encore les choses, les canons de chars fabriqués localement en Irak avaient une durée de vie de seulement 120 coups avant que la précision ne s'effondre complètement. Sans compter le fait que beaucoup de ces chars avaient été utilisés pendant des années lors de la guerre précédente, souvent comme artillerie indirecte, donc leurs canons n'étaient en aucun cas dans un état proche des conditions d'usine. Et gardez à l'esprit que nous parlons ici du meilleur char qu'ils possédaient. La masse des forces irakiennes était constituée de chars chinois de type 69, qui était essentiellement une évolution chinoise du 54 soviétique avec un canon de 100 mm et de vieux de 55 soviétiques. Les deux pouvaient honnêtement être qualifiés d'obsolètes pour l'époque et face aux chars qu'ils allaient maintenant affronter. Et si tout cela ne suffit pas, la plupart des équipages irakiens n'étaient pas ces vétérans aguerris de la garde républicaine.
C'étaient des conscrits mal entraînés qui ont hérité de vieux chars en mauvais état, ne voulaient pas être là et à qui on avait dit de tenir la ligne face aux blindés les plus modernes du monde. Le moral était déjà bas avant qu'un seul bombardier ne largue quoi que ce soit. Et c'étaient eux qui étaient assis dans les positions avancées dans le désert, ceux qui allaient être les premiers à tout prendre. Alors qu'est-ce qui pouvait bien mal tourner, n'est-ce pas? Ils n'avaient aucune capacité de vision nocturne, à l'exception d'un projecteur infrarouge lunaire et de viseurs à amplification de lumière, dont la portée effective n'était qu'une fraction de celle de l'Abrams et qui n'était absolument pas efficace dans la poussière et la fumée. Et voici ce qui rendait les choses encore pires. Quand ces projecteurs étaient activés, ils devenaient un phare hautement visible pour quiconque disposait d'équipements thermiques, comme, je ne sais pas, un tireur d'Abrams ou de Bradley. Donc non seulement c'était à peine efficace, mais ça affichait la position du char de nuit, en criant littéralement « tirez sur moi ». Pendant ce temps, l'Abrams disposait d'un système passif qui n'émettait rien et détectait tout, littéralement comme un Terminator. Les équipages irakiens avaient pour instruction de régler leurs canons sur une portée par défaut d'environ 1800 mètres parce que leur calculateur balistique analogique était trop complexe et peu fiable sous le stress du canon. Combat. Donc, tout ce qui se trouvait au-delà de cette portée relevait pratiquement de la conjecture. Et même s'ils parvenaient à placer un coup, comme ceux de 72 qui a obtenu un impact direct sur un Abrams à 400 mètres, l'obus a simplement ricoché. Comme lorsque le Fury de Brad Pitt tire sur le Tiger un à bout portant. Blague mise à part, au moins une chose jouait en faveur des équipages de chars irakiens, du moins sur le papier, et c'était la position et l'avantage défensif. Cependant, voici ce qui jouait encore une fois contre eux. Alors qu'ils creusaient frénétiquement des positions, se préparant à affronter ce qu'ils savaient être une inévitable charge de chars à travers le désert ouvert, il y avait la puissance aérienne. Avant même que ces chars ne se rencontrent, il y avait eu 6 semaines de bombardement. Et c'est ce qui a en fait brisé l'armée irakienne avant même que le vrai combat ne commence. Des Addix Warthog, des Apaches, des bombardiers B, 52 ont effectué plus de 100 000 sorties et largué près de 90 000 tonnes de bombes avant qu'un seul char de la coalition ne franchisse la frontière. Cela seul a détruit environ 900 chars et plus de 2000 véhicules militaires, ainsi que toutes sortes d'autres équipements et positions. Et pendant tout ce temps, les positions avancées irakiennes étaient là, sous un bombardement constant. Ligne d'approvisionnement pour l'essentiel coupée, affamée, attendant soit que les chars ennemis apparaissent enfin, soit d'être pulvérisés depuis le ciel. La guerre terrestre a été lancée dans les heures précédant l'aube du 24 février 1991. Le plan s'appelait le crochet gauche ou le coup de grâce, et c'était une gigantesque manœuvre de débordement. Pendant que les Marines attaquaient directement au Koweït depuis le sud et qu'une feinte amphibie maintenait la tension irakienne sur la côte, la véritable force de frappe balayait vers le nord à travers le désert occidental, non défendu pour pénétrer en Irak même, puis pivotait vers l'est pour frapper le flanc de la garde républicaine. On parle d'un front de 480 km et les Irakiens ne l'ont jamais vu venir. Leur capacité de reconnaissance avait déjà été détruite par des frappes aériennes. Leur armée de l'air avait soit fui en Iran, soit été clouée au sol. Ils n'avaient donc absolument aucune idée de ce qui se passait à leur ouest. Dès le début, l'expérience des équipages de chars américains était surréaliste. Ils se sont retrouvés droits dans une tempête de sable. La visibilité est tombée à zéro à l'œil nu. On ne pouvait pas voir le char à côté de soi. Le seul moyen de naviguer était à travers les viseurs thermiques et les premiers récepteurs GPS militaires. Tout, absolument tout, se faisait aux instruments. Les équipages sont restés à l'intérieur de leurs Abrams pendant 100 heures d'affilée, ne sortant que pour aller aux toilettes ou pour ravitailler. L'avancée était rapide. Ils roulaient à environ 15 km/h à travers le désert ouvert, ce qui ne semble pas beaucoup, mais c'était plus rapide que quiconque ne l'avait prévu, et, de façon critique, plus rapide que les lignes de ravitaillement ne pouvaient suivre. Le moteur à turbine de l'Abrams consomme environ 5 litres au kilomètre, et les camions-citernes ne pouvaient tout simplement pas tenir le rythme. Donc, quand les chars tombaient au quart du réservoir, ils devaient s'arrêter et attendre que la logistique rattrape son retard avant de repartir. Ils ont traversé des positions défensives irakiennes qui avaient été dévastées par 5 semaines de frappes aériennes. Ce qu'ils ont trouvé, c'était des redditions en masse à une échelle que personne n'avait anticipée. Les Marines ont capturé près de 10 000 prisonniers le premier jour seulement. Les forces alliées ont arrêté de compter les prisonniers à 26 000 en 2 jours. C'étaient les unités de première ligne, brisées, affamées et qui voulaient s'en sortir. Mais l'effondrement de l'armée régulière n'était pas toute l'histoire. Parce qu'en avant de la progression de la coalition, la garde républicaine était toujours là, retranchée et en attente. Ainsi, l'après-midi du 26 février, 130 soldats avec 9 Monon Abrams, 12 Bradley M3 et 2 mortiers, c'est l'Eagle Troop.
Leur mission était d'avancer vers l'Est en tant que force de couverture, de localiser la garde républicaine et de l'immobiliser pour les divisions lourdes qui suivaient. Ce sur quoi ils sont tombés, c'était une brigade commandée par un homme que l'on ne connaît plus que sous le nom de commandant Muhammad. Et Muhammad n'était pas un amateur. Il était diplômé du cours avancé des officiers d'infanterie de l'armée américaine à Fort Benning, en Géorgie, formé par les Américains eux-mêmes, et sa défense était fondamentalement solide. Il avait exploité un imperceptible relief du terrain pour mettre en place une défense en contrepente. Environ 40 chars enterrés et 16 BMP positionnés à environ 900 mètres à l'est de la ligne de crête, avec 2 zones d'engagement conçues pour détruire les chars américains au moment où ils franchiraient cette élévation et exposeraient leur blindage supérieur plus vulnérable. Des centaines de fantassins occupaient des bunkers et des tranchées entre les véhicules blindés, et une réserve de 18-72 se tenait le long d'une autre crête à environ 3000 mètres plus à l'est. Muhammad avait tout fait correctement, sauf 2 choses qu'il ne pouvait pas savoir. Premièrement, ses véhicules de reconnaissance avaient été détruits dans les jours précédents, et la tempête de sable empêchait l'observation visuelle, donc il n'avait aucun avertissement de ce qui arrivait. Et deuxièmement, et c'est là que ça devient fatal, il ne savait pas que les Américains avaient le GPS. Il supposait qu'ils suivraient les routes, alors il a orienté toute sa défense face au sud, mais les Américains sont arrivés par l'ouest. À 16h07, l'Eagle Troop avançait lorsqu'un Bradley a littéralement roulé sur un bunker d'observation irakien. 2 soldats sont sortis et se sont rendus, mais pas avant d'avoir alerté le village devant. Et le tir de mitrailleuses et de canons a éclaté. Puis l'appel est arrivé. Char droit devant. 8,72 en position préparée, visible à l'œil nu de près, mais chacun d'eux était enterré face au sud. L'Eagle Troop avait frappé la brigade sur son flanc droit complètement exposé. En environ 1 minute, tout ce qui se trouvait à portée brûlait. La première ligne défensive irakienne était maintenant un mur de feu et de fumée. Alors que l'Eagle Troop la traversait, ils ont trouvé des véhicules supplémentaires et des centaines de fantassins courant entre les lignes de tranchées. Certains Irakiens ont levé les mains pour se rendre et les tourelles américaines se sont détournées d'eux. Mais les éclaireurs ont découvert que certains avaient utilisé la fausse reddition pour se repositionner, reprenant leurs fusils et leurs RPG. Les Bradley les ont éliminés avant qu'ils ne puissent tirer. Pendant ce temps, la réserve de 18-72 de Muhammad essayait de se déployer, mais ils ont été détruits à courte portée avant même d'avoir pu former une ligne. L'engagement principal a duré environ 23 minutes. L'Eagle Troop a détruit environ 30 à 50 chars, les estimations varient, 25 véhicules de transport de troupes blindées, 40 camions et des centaines de fantassins. L'Eagle Troop n'a subi aucune perte, pas un seul soldat tué ou blessé. Voilà pour l'après-midi. Maintenant, alors que la nuit tombait ce même jour, le 26 février, la première division d'infanterie, la Big Red One, a commencé à passer à travers les lignes du 2e régiment de cavalerie blindée pour continuer l'attaque en direction d'un complexe de dépôts d'approvisionnement irakien. Le passage s'est fait dans l'obscurité totale, et ce qui a suivi pendant les heures nocturnes est entré dans l'histoire sous le nom de la frayeur. Et c'était probablement l'expérience la plus terrifiante que tout équipage de chars des 2 camps ait vécue pendant toute la guerre. Les conditions étaient tout simplement horribles. Un ciel couvert, de la pluie mêlée à la fumée des incendies de puits de pétrole koweïtiens créait une fumée huileuse et toxique, tandis que des centaines de véhicules déjà en feu rendaient tout encore pire. À l'œil nu, tout ce qu'on pouvait voir, c'était des traceurs qui allaient et venaient, et des chars qui explosaient et brûlaient. On ne pouvait pas dire qui était qui. Le seul moyen de voir quoi que ce soit était à travers les viseurs thermiques. Et c'est là que la véritable horreur est venue pour le camp américain. Le champ de bataille était entremêlé dès le début. Alors que les unités américaines avançaient au-delà des positions irakiennes, elles ont découvert quelque chose de terrifiant. Les chars irakiens, dont les équipages étaient dans des abris ou dont les moteurs étaient froids, n'apparaissaient pas comme des menaces sur les viseurs thermiques. Ce n'étaient que des formes sombres, à la même température que le sable autour d'elles. Les véhicules de la coalition roulaient littéralement devant des blindés ennemis sans savoir qu'ils étaient là. Et puis ces équipages irakiens ont sauté dans leurs chars, ont démarré les moteurs, et sont soudainement apparus au milieu des formations américaines. Le résultat a été un combat à 360 degrés sans ligne de front clairement définie. Des lignes de chars tirant dans toutes les directions. Et les Irakiens à cet engagement, ils ont combattu. Ce n'était pas la première ligne en train de se rendre. L'infanterie irakienne est sortie des BMP en flammes et a attaqué à pied. Ils ont littéralement envahi les véhicules de la coalition, cherchant des ouvertures pour tirer. Lorsque les chars passaient dans des creux du terrain, des combattants irakiens bondissaient de leur cachette avec des lance-roquettes RPG, essayant d'atteindre le blindage arrière vulnérable. Mais alors le chaos complet a commencé. Et c'est la partie qui hante les vétérans américains plus que toute autre chose de toute la guerre.
Parce qu'à travers les viseurs thermiques, un véhicule chaud est un véhicule chaud. Peu importe s'il appartient à votre camp ou à l'ennemi. Vers 2 heures du matin, la compagnie Bravo du groupement tactique 140 et un d'infanterie a perdu le contact avec son bataillon. En essayant de rétablir le contact, la compagnie a conduit directement dans un complexe de bunkers irakiens. Des RPG ont commencé à toucher les Bradley. Et à travers les viseurs thermiques des Munaoun Abrams à proximité, les éclairs des RPG et le mouvement des Bradley ressemblaient exactement à des chars irakiens qui tiraient. Les tireurs américains, convaincus qu'ils regardaient des blindés ennemis, ont ouvert le feu sur leur propre Bradley. Un Bradley a été touché par 2 obus, tuant 3 soldats et en blessant au moins 3 autres. Les pénétrateurs ont arraché la porte arrière, projetant les occupants dans le sable. Le véhicule de remplacement du commandant de compagnie a reçu un obus qui est entré par le côté gauche et sorti par l'arrière droit, tuant un soldat. Un 3e Bradley a été touché, blessant 3 autres. L'infanterie à l'arrière a abaissé la rampe et a établi un périmètre défensif, croyant toujours être sous le feu irakien. 2 heures plus tard, vers 4 heures du matin, c'est arrivé à nouveau. Un Bradley de la compagnie Delta avait conduit dans un cratère de bombes en rassemblant environ 20 prisonniers irakiens. Des Munaoun Abrams l'ont repéré, ont cru que c'était l'ennemi, et ont envoyé 3 obus dans son flanc. Le conducteur a été tué, et 2 de ces obus ont traversé entièrement le véhicule et ont frappé un autre Bradley garé à seulement 6 mètres de distance, blessant grièvement son occupant. Les 2 véhicules ont brûlé, et l'un d'eux, selon les mots de son conducteur, a fondu jusqu'au sol. Et ce n'était pas seulement les Bradley. 5 Abrams ont également été touchés par le feu ami cette nuit-là. Un char a d'abord été touché par un RPG irakien, puis par 3 obus américains en uranium appauvri. Le tireur a été tué et le conducteur a fui le véhicule partiellement aveuglé par le gasoil. 4 autres chars qui se sont précipités pour aider ont essuyé le feu de leurs propres troupes. Quand tout s'est terminé, environ 850 chars irakiens avaient été détruits dans l'engagement global, mais 6 Américains étaient morts et 32 blessés, et la plupart d'entre eux pas par le feu irakien, mais par le leur propre. L'après-midi suivant, le 27 février, avant-dernier jour de la guerre, a produit le plus grand engagement de chars uniques. La 2e brigade de la 1re division blindée, sous les ordres du colonel Montgomery Meigs, a trouvé la division Médina Lumineuse de la garde républicaine, retranchée derrière un faible relief, s'étendant sur environ 11 km. Les Américains l'ont appelée la crête Médina. Et là encore, le concept défensif irakien était tactiquement correct. Ils avaient mis en place une défense en contrepente avec leur 72 et leur type 69 enterrés derrière la crête avec seulement les tourelles exposées, invisibles à quiconque s'approchant de l'ouest, en théorie. Mais la vision thermique a totalement annihilé cette tactique. Les tireurs des Abrams ont repéré les signatures thermiques des véhicules irakiens à travers des éléments de terrain qui les auraient cachés à toute observation visuelle ou optique. Donc peu importait à quel point ils étaient bien retranchés, les Américains pouvaient les voir de toute façon. Et pour vous donner une idée à quel point la visibilité était asymétrique, à 5 km, les Américains pouvaient voir le jet d'urine d'un soldat irakien qui se soulageait dans les buissons. Et ces soldats irakiens n'avaient absolument aucune idée que les Américains étaient même là. Ils ne l'ont su que lorsque leurs propres chars ont commencé à exploser autour d'eux. Ce qui a suivi a été une destruction systématique. La phase décisive a duré environ 40 minutes. L'engagement global, environ 2 heures. Les obus irakiens tombaient courts, tandis que les obus des Abrams perforaient les 72 à des distances que les tireurs irakiens ne pouvaient même pas voir, encore moins atteindre. Un commandant de brigade américain regardait avec stupéfaction ces équipages qui obtenaient systématiquement des destructions au premier coup à 3000 mètres et au-delà, des portées auxquelles ils ne s'étaient même jamais entraînés pendant l'instruction. Le résultat, 186 chars irakiens et 127 autres véhicules blindés détruits. 4 Abrams ont été touchés, 3 réparables, 1 en perte totale qui était probablement dû au tir ami. Et le seul Américain tué dans l'action de la 2e brigade était le spécialiste Clarence Cash, 20 ans, dont le véhicule a été frappé par un obus de char ami. En 24 heures de combat quasi continu, la brigade élargie a détruit ou capturé 547 véhicules sans perdre un seul des leurs. Mais voici ce qui doit être dit du côté irakien. La plupart des équipages de la division Médina sont morts dans leurs véhicules. Ils n'ont pas abandonné leur position. Ils savaient que leurs obus tombaient courts. Ils savaient qu'ils ne pouvaient probablement pas pénétrer le blindage américain et ils sont restés et ont combattu quand même. Maintenant, un incident de la 24e division d'infanterie est devenu légendaire parce qu'il capture à lui seul l'intégralité du fossé technologique en une seule rencontre. Un Munaoun blindage lourd Abrams s'est retrouvé embourbé dans la boue lors de l'avance rapide et a été laissé en arrière en attendant le dépannage. 3T,
72 Irakiens ont crété une colline voisine et ont attaqué. Le premier T-72 a tiré un obus à charge creuse de moins de 1000 mètres et a touché le blindage frontal de l'Abrams. Aucune pénétration, et l'Abrams a riposté. Et l'obus en uranium appauvri a pénétré la tourelle du T-72 et l'a propulsé dans les airs. Le deuxième T-72 a également tiré un obus à charge creuse sur le blindage frontal. Là encore, rien, et l'Abrams l'a détruit. L'obus a touché le moteur et l'a envoyé dans les airs. Le troisième T-72 a tiré un obus flèche depuis environ 400 mètres, ce qui est à bout portant pour un combat de chars. L'obus a ricoché, laissant seulement une rainure dans la plaque de blindage frontal. Alors l'équipage de ce troisième T-72 a apparemment décidé que ça ne marcherait pas et a fait marche arrière derrière un talus de sable où ils étaient complètement cachés à la vue, mais pas au capteur thermique. À travers le système de vision thermique, l'équipage de l'Abrams a détecté le panache d'échappement chaud qui s'élevait de derrière le talus. Ils ont visé soigneusement et ont tiré un obus en uranium appauvri à travers le talus pour atteindre le T-72, le détruisant. Un char embourbé contre 3, et les 3 n'ont jamais eu la moindre chance. Mais ensuite, d'autres unités américaines sont arrivées et ont reçu l'ordre de détruire l'Abrams embourbé pour l'empêcher d'être capturé. Donc des Abrams ont tiré sur leur propre char. Les 2 premiers obus n'ont pas réussi à pénétrer le blindage. Un troisième tiré sous un meilleur angle a traversé la peau extérieure de la tourelle et a fait détonner les munitions stockées. Mais les panneaux d'évacuation ont fonctionné exactement comme prévu, canalisant l'explosion vers le haut, et le système de lutte contre l'incendie a éteint l'incendie. Des véhicules de dépannage l'ont finalement dégagé plus tard. Et étonnamment, le char a été trouvé toujours opérationnel. Alors on lui a mis une nouvelle tourelle et il est retourné en service. Donc quand les combats se sont finalement arrêtés, le désert était un cimetière de chars. Environ 3300 chars irakiens détruits. Près de 2000 véhicules blindés, plus de 2000 pièces d'artillerie, des carcasses calcinées s'étendant sur des kilomètres de sable dans chaque direction. Des coques sans tourelles partout. Et les équipages américains qui avançaient à travers les débris ont reçu l'ordre de fermer leurs écoutilles parce que les munitions irakiennes continuaient d'exploser dans les véhicules détruits des heures et même des jours après. La fin des combats, et ce qu'il restait des équipages à l'intérieur de ces chars. Eh bien, ce n'était plus vraiment reconnaissable comme des êtres humains. La graisse corporelle avait fondu dans les planchers de coque et les restes brûlés jusqu'au charbon devaient être retirés à travers d'étroites écoutilles. L'odeur, c'est quelque chose que les vétérans mentionnent encore et encore. Métal brûlé, carburant brûlé, chair brûlée, tout cela mélangé dans la chaleur du désert. Le nombre exact de soldats irakiens tués ne sera probablement jamais connu. Les estimations vont d'environ 20 000 à la fourchette basse jusqu'à plus de 100 000 à la fourchette haute. Les pertes américaines étaient de 219 tués, 154 d'entre eux au combat, et sur ces 154 morts au combat, 35 ont été victimes du feu ami. Encore 72 Américains ont été blessés par les armes de leur propre camp. La coalition a perdu 31 chars, mais pas un seul n'a été détruit par le feu irakien. 0. 20 des 28 Bradley perdus ont été touchés par des obus amis, pas par des armes irakiennes. Et cela seul vous dit tout sur ce qui s'est passé dans ce désert.